Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne panafricaine préférée Vox Africa, l'émission Regard sur l'Afrique et un numéro spécial, une exclusivité puisqu'on est très exactement en ce moment à Calais et vous voyez derrière moi un attroupement de nos frères et sœurs africains qui sont ici avec la volonté tout simplement de traverser ces barrières. La caméra bouge, c'est normal parce qu'il y a un attroupement aussi bien devant comme vous voyez là et derrière la caméra également, donc il y a un peu de bousculade. Tout le monde ne veut absolument pas qu'il y ait une caméra ici parce que justement elle attire, ou injustement, peu importe, selon les positions d'ailleurs, elle attire la présence policière qui vient ici. Tous ces jeunes rêvent de traverser en Angleterre, certains ont déjà vécu des aventures au Sahara, en Méditerranée et arrivé jusqu'ici aux portes de l'Angleterre. Ils ont beaucoup de vécu et là il y a des familles françaises. On est loin de l'égoïsme français, c'est la solidarité qui prime ici. Objectif, leur offrir le temps d'un week-end, une vie décente, une vie qu'ils ont oubliée, comment et ce à quoi elle ressemblait durant leur périple. C'est ce qu'on essaye de vous montrer au cours de ces 52 minutes dans ce regard sur l'Afrique. J'ai été amenée à rencontrer les exilés qui sont à Calais dans le cadre de l'écriture d'un livre, en fait, d'un livre de philosophie sur la question des migrations. Et en fait, en allant à Calais, je me suis pris une claque de découvrir comment les exilés étaient victimes d'une politique de non-accueil très dure, comment ils vivaient dans des conditions de dénuement total et qui sont contraires à tous les textes de droit international, la Convention de Genève, etc. Et ce qui m'a frappée en tant que citoyenne, c'était comment est-ce que dans une démocratie comme la France, ce type de conditions matérielles de vie pouvait exister, et particulièrement à Calais, l'usage qui est fait de la force publique. Puisque à Calais, par rapport à d'autres situations de frontières ou à d'autres situations de campement, de migrants, la spécificité, c'est qu'il y a des consignes et une ligne très dure, puisque la violence d'État est utilisée pour faire disparaître les exilés. Donc ça veut dire que plusieurs fois par semaine, les policiers vont rafler leurs tentes, leurs sacs de couchage, leurs vêtements, tous les biens qui sont nécessaires à la survie en fait. Et donc ça veut dire que le choix qui est fait en matière politique par l'État français à Calais, c'est non pas de faire mourir les exilés parce que quand même on est dans une démocratie, mais c'est quand même de ne pas les laisser vivre. Et en les privant d'absolument tout ce qui est nécessaire à cette survie. Et donc c'est de là qu'est né le collectif. En tant que citoyen, on s'est dit mais nous on n'est pas d'accord pour laisser l'État faire ça. Un petit peu comme les mouvements aux États-Unis, on s'est dit mais cette politique, elle n'est pas faite en notre nom. Nous on ne se reconnaît pas du tout là-dedans. Et donc on a fait fond sur des pratiques anthropologiques très anciennes d'hospitalité qui en plus sont très ancrées dans la région parce qu'ici c'est une région d'immigration, c'est vraiment une terre d'accueil. Et donc on a voulu réactiver cette hospitalité traditionnelle qui en plus fournit une pratique militante à la portée de tous. Parce que très souvent, les citoyens, ils se sentent impuissants parce que les décisions sont prises d'en haut. Il y a beaucoup de politiques qui se font au niveau international. Et donc finalement, nous, citoyens, on n'a pas la main dessus. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce qu'on peut faire, c'est des choses très simples. Vous avez une voiture, très bien, venez avec nous le samedi matin à Calais, on va aller chercher ensemble des exilés, on va les sortir de cette zone de confinement où ils sont parqués, où ils sont invisibilisés, on va les ramener dans la cité.
Vous avez une maison, vous avez un appartement, vous avez un clic-clac, une chambre d'amis, un matelas par terre. C'est très simple, vous pouvez les accueillir pour le week-end. Donc ces formes d'action-là ne sont pas des actions qui nécessitent une formation, ce ne sont pas des actions qui nécessitent de gros moyens. La plupart des gens peuvent le faire. Et c'est ça qui fait que le collectif s'est rapidement développé et que beaucoup de gens ont été amenés à franchir le cap assez naturellement finalement. Okay. Regarde. Alors, je leur ai dit qu'il va prendre effectivement tous les gens qui viennent ici, il va filmer aujourd'hui. Bon, maintenant, on commence par les minutes. Ouais, on commence par les minutes. So we start with underage? Yes, underage first. Okay. So 8 underage. Maybe we can change. Alors, j'ai un groupe de 4 déjà. Elias avec deux. Elias Stéphane? Non, c'est un autre Elias, mais ils sont 4 et il y en a 2 qui sont des... Elias. Alors, Mina, underage. C'est toi qui prends ces noms. Ouais, d'accord. Sorry, you call me. Yes, you. For and the two, ils sont 4. C'est 2 par 2. Just 2 by 2. Okay. Qu'est-ce qui pousse un couple comme vous, vous faites en plus des intellectuels, à vous intéresser non, c'est peut-être des clichés, c'est volontaire. Qu'est-ce qui peut pousser un couple comme vous à se lancer dans cette, entre guillemets, galère? Oh bah c'est pas vraiment si galère que ça, c'est plutôt... En fait c'est assez simple. Et puis moi je dirais ils sont... Enfin, ce qui se passe à Calais, on en parle beaucoup. Et ça se passe à 100 km de chez nous, donc c'est vraiment juste à côté. Donc nous on a l'occasion de pouvoir le faire, on le fait, enfin, c'est facile quoi. Il n'y a pas de... Je sais pas si c'est un engagement ou quoi, mais c'est vraiment juste parce que en fait ça se passe à côté de chez nous, c'est la même réalité, donc voilà, enfin on peut le faire, donc on le fait. C'est de l'humanisme, tout simplement. Il n'y a pas d'autre... Enfin, c'est le mot qui me semble le plus approprié. Et puis, ouais, il y a l'élément important qui est effectivement celui de la proximité. On est... En fait, depuis le tout début de la situation qui existe aujourd'hui à Calais, qui est une situation qui a fait que s'empirer, avant il y avait Sangatte, étant de la région, tout ça on le connaît encore mieux que la plupart des Français, parce que voilà, il y a cette proximité, et donc on a ce truc, c'est qu'effectivement il nous arrive d'aller en week-end sur la côte et on a déjà vu des migrants qui marchaient le long de l'autoroute, etc. Après nous on est des gens qui lisons beaucoup les journaux, qui écoutons effectivement, on essaie globalement d'être à peu près renseignés, enfin de savoir ce qui se passe, et effectivement on connaît la situation, on sait qu'elle est difficile et qu'elle s'empire, et il y a juste cette capacité, à un moment donné quelqu'un a pris un peu en main les choses en disant finalement les Lillois, les gens qui sont sur la métropole lilloise peuvent faire un petit quelque chose, et effectivement nous on peut le faire, on a les moyens de le faire, donc faisons-le simplement, sans que ce soit un engagement plus marquant que ça. C'est simple en fait. J'ai eu un peu de problème familial en fait. Je suis sorti dans quelques années en fait. J'ai passé par Burkina, j'ai perdu un peu de temps. Après Niger, Libye. Libye j'ai fait 1 an, 9 mois. Mais j'ai passé 9 mois en prison. Pourquoi tu as passé 9 mois en prison? On peut savoir peut-être, sauf si c'est secret. Oui, bah, je suis sorti en fait, il y a un endroit qu'on appelle Tchad. Là, tu vas s'arrêter là-bas pour chercher le travail en fait, pour trouver la passe pour venir en Italie. On a fait comme ça, les Arabes nous ont trouvé là-bas en fait, beaucoup de personnes. Ils nous ont attrapés, maltraités en fait. Et chaque jour, on travaille pour eux. On mange une fois par la journée. On a fait 9 mois. Je me suis fait sortir par ma meilleure amie. Ouais, mais vraiment, je suis désolé pour lui.
Alors, il faut bien l'expliquer quand même, il y a la double peine. Là, l'objet du sujet, ce n'est pas parler ni des causes ou des conséquences de l'immigration. On fait vraiment un angle bien précis par rapport à l'aspect humanitaire, l'aspect de la présence même ici à Calais, mais pour nous situer un tout petit peu et essayer de voir. Donc, non simplement vous êtes exploité en Libye, mais en plus, quand on vous arrête, c'est vous. Quand je dis vous, en général, je te tutoie, donc c'est pas à toi que j'ai dit vous, qui êtes jugé comme coupable et c'est vous qu'on met en prison. Bah, en fait, on n'a rien fait en fait. Oui, mais c'est un peu compliqué, vraiment. Ouais. Alors en France, on est victime de la spectacularisation de ces grands procès concernant l'aide aux migrants qui sont destinés à construire une peur. En réalité, l'aide au séjour irrégulier n'est un crime que s'il s'agit du passage des frontières. Et donc le cas de Cédric Héroux, puisqu'on peut le nommer, que vous évoquez, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir aidé des gens à passer la frontière franco-italienne. Effectivement, ça c'est un délit. En revanche, dans le texte de loi, tout ce qui est prestations d'hébergement, de restauration, de transport, de soins, qui permet de tirer les exilés des conditions de vie difficiles dans lesquelles ils vivent, tout ça est parfaitement légal. Et ce qui est difficile pour certaines personnes qui n'osent pas justement intégrer le collectif, c'est que ça fait effectivement des dizaines d'années que cette peur du fameux délit de solidarité a été orchestrée et construite. Et donc il y a tout un travail de déconstruction, de rappel à la réalité de la loi pour que les gens se sentent libres d'héberger. Il y a eu en plus un petit pas supplémentaire dans notre direction cet été, puisque le Conseil constitutionnel a consacré à nouveau le principe fraternité en disant bien, voilà, les hébergeurs citoyens qui aident les migrants clandestins ne peuvent en aucun cas être considérés comme faisant un délit. Pour tout remettre au début, donc nous sommes un couple de Lillois, donc effectivement là on parle de migrants qui sont à Calais, donc il y a Migration organise deux choses, effectivement, enfin organise l'hébergement de migrants qui sont à Calais, à Lille le temps d'un week-end, et effectivement il y a deux rôles du coup, il y a le rôle de chauffeur qui consiste soit le samedi midi, soit le lundi matin de faire Calais-Lille ou Lille-Calais, et effectivement après des individus ou des familles qui hébergent le temps d'un week-end du samedi midi au lundi matin. Et donc du coup on a fait les deux, enfin là on est à notre deuxième hébergement et Candice a fait 2 fois le chauffeur. Il y a des peurs des deux côtés bien sûr. Du côté des familles, je dirais que c'est pas la peur de l'étranger, c'est plus la peur de l'inconnu. On n'a plus l'habitude d'ouvrir sa porte à des inconnus, peu importe de quel endroit du monde ils viennent. Et ça, bon, c'est une peur normale. Du côté des exilés, qui en plus sont très jeunes, puisqu'ils ont entre 14 et 25 ans en gros, là aussi il y a beaucoup de peur, puisqu'on les emmène à une centaine de kilomètres de Calais, qui est leur seul point de repère, dans une ville qu'ils ne connaissent absolument pas, et chez des gens auxquels ils sont complètement livrés en quelque sorte. Donc tout ça, ça ne peut être possible qu'à condition de faire un travail sur la durée et dans la confiance. C'est-à-dire que quand on a démarré cette pratique d'hébergement en janvier 2018, au départ les exilés étaient très méfiants et il a fallu quelques week-ends où les premiers se sont essayés pour que la confiance se gagne. Donc c'est un travail de longue haleine qui est jamais complètement acquis d'ailleurs, hein, et qui se fait dans un partenariat et dans l'échange sur la durée. Il n'y a pas de raison qu'on fasse moins confiance parce que c'est plus dur, quoi. Et puis si on pense tout de suite au pire, à ce moment-là, on traverse plus les rues parce qu'il y a des voitures qui roulent. Enfin, qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce que 2 personnes qui ont traversé une partie du continent africain, la Méditerranée, qui ont traversé l'Italie, et l'Italie devient aussi horrible que la Libye, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, franchement? Pourquoi ils viendraient jusqu'ici? Pour le désespoir, mais je pense que... Non, je pense qu'il y a vraiment ce truc implicite, c'est que ils comprennent spontanément que c'est une pause, et voilà, c'est une pause pour tout le monde, quoi. Nous, c'est pas une pause, nous c'est juste un week-end un peu spécial, quoi. Mais après, il faut pas non plus être angélique. On n'est pas angélique. Ils sont pas angéliques, mais voilà. Bon, donc voilà. Vous allez nous présenter peut-être
L'ambiance donnée. Don't worry. En fait, on leur a prêté notre chambre et nous on partage la chambre avec la petite. Voilà. Comme ça, ils sont tranquilles. Et ils ont toujours la petite qui vient les embêter. Et nous, il y a un truc vachement bien, c'est que du coup, ça nous force à ranger la chambre. Ok. Can I know where you're from? Where are you from? Sudan. Sudan. Yeah, Sudan. Okay. South Sudan or North Sudan? South or North? North Sudan. North Sudan. And how long you stay here in France? How long in Calais? Cali, Yeah. 3 days. 3 days in Cali. In France, 6 months. 6 months. Okay. And can I know you travel since Sudan for France? In France, Where you go? In Libya? I come from France, Libya, and Italy, and France. Libya, Italy, and France. How long in Libya? Libya, 2 years. 2 years. Okay. And Italy? Italian, 1 month. 3 months. 1 month. 1 month. Sorry. 1 month. Okay. And you want to go to England? Okay. You have family in England? Okay. Oui, ce sont des adolescents, donc on leur répète simplement que pour que le week-end se passe bien, il faut qu'ils respectent les règles de la famille. Donc chaque famille a ses règles. Par exemple, ils peuvent pas fumer à l'intérieur ou des choses comme ça. Et de manière générale, on leur répète des choses très simples. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de sexe. Et on leur demande d'être respectueux et polis dans la famille, tout simplement. Et on applique les mêmes règles du côté des hébergeurs. Le vendredi, on leur envoie la charte de l'hébergement. On leur rappelle qu'ils sont là pour accueillir dans de bonnes conditions leurs hôtes, qui doivent aussi être respectueux des pratiques de leurs hôtes pour que le week-end se déroule dans la bonne entente. Ce qui est certain, c'est que moi, c'est ce que je trouve le plus marquant, c'est quand ils arrivent le samedi midi. Donc là, je parle de l'hébergement, pas du transport. Il y a une évidence qui saute aux yeux, c'est que nous, on a préparé quelque chose à manger et en fait, la chose qui les obsède, c'est de se laver et de laver leurs affaires. Donc ça ramène à plein de choses. Je pense qu'effectivement, ça ramène à la dignité de l'être humain. Voilà, c'est là que se situe peut-être le plus la dignité de l'être humain, c'est avoir des vêtements propres et être propre. Et donc voilà, au bout de la deuxième expérience, on sait, c'est vraiment... Ils arrivent, c'est la première chose qu'ils veulent faire, c'est se laver et laver leurs affaires, quoi. Parce que, alors, je sais pas s'ils ont été briefés, je pense pas, c'est spontané, quoi. Donc du coup, le repas passe en second plan, et puis après, nous on essaie de se mettre à leur rythme. Je pense qu'ils ont besoin de dormir. Quand même pas mal. Ouais, puis je dirais, nous, ce qui nous importe, c'est la pudeur, quoi. C'est de pas. Enfin, ils sont là pour se reposer, pour souffler un petit peu. Et donc, nous, on n'a pas tellement envie de les embêter. Enfin, on les laisse faire un peu comme ils veulent, quoi. Oui, mais bon, ils arrivent quand même dans votre intimité, c'est votre domicile. Par exemple, vous avez une petite fille, ouais. de 4 ans. C'est ça, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que le collectif, dès le départ, vous briefe sur ce que vous devez leur dire ou quelle conduite vous devez tenir? C'est ce que j'essaie aussi quelque part de savoir. Je pense pas qu'il y ait de gros... Enfin, je vous reposerai la question à d'autres, mais je pense pas qu'il y ait de gros briefs très importants. Juste, on nous dit, il faut prévoir une tenue de rechange, il faut avoir, pour qu'ils puissent se laver, il faut prévoir du dentifrice, des brosses à dents, des trucs comme ça, enfin le minimum. On nous parle juste, on nous dit bon, il faut éviter l'alcool par exemple. Après, il n'y a pas tellement de gros briefs, quoi. C'est cadré parce que je sais que derrière Sophie et tout ça, ils font un gros boulot pour organiser le week-end. Mais non, je crois pas qu'il y ait... Non, si, enfin non, c'est pas un brief, après il y a un bon conseil, c'est avoir de l'harissa. Donc on achète de l'harissa. Voilà. Parce que moi j'avoue, j'en avais pas acheté depuis une éternité, mais voilà. J'ai découvert l'harissa, c'est super. Your wife? My wife? Yeah. My wife, no, man.
She's sleeping. Yeah, but she has 4 children, no? You have 4 children. Yeah, it's a great job then. Can you help me to... This if you... Vous avez dit tout à l'heure, le premier réflexe, c'est de se laver et laver les affaires. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas la crainte, ou est-ce que quand vous discutez avec vous, ils ne vous en parlent pas, que ce soit un peu parfois contre-productif, parce qu'ils vont vivre dans le luxe pendant le week-end, et puis ils retombent à nouveau dans les méandres de leur réalité quotidienne. Oui, on y on y pense assez facilement, mais après, somme toute, c'est du repos, et pour pouvoir supporter un quotidien qui est, je pense, très difficile à caler, tant mieux si on peut souffler 48 heures. Donc ils vont passer d'un... Je ne vais pas dire d'un extrême à l'autre, en tout cas nous c'est pas un extrême puisqu'on leur propose pas le grand luxe, on leur propose juste de profiter de quelque chose qui, par rapport à la situation dans laquelle ils sont au quotidien, est effectivement quand même assez luxueuse. Mais encore une fois, ils rentrent dans notre quotidien et notre quotidien il est finalement assez simple, quoi. On n'est pas... Donc encore une fois, ils ont une chambre dans laquelle on les laisse tranquilles, où ils peuvent se reposer comme... C'est une pause. Ouais, c'est une pause. Là, il y a là, ça fait 2 fois qu'on héberge et à chaque fois il y a une activité le dimanche après-midi, mais par exemple le samedi, nous on leur propose rien de spécial, quoi. Si on sentait qu'ils avaient vraiment envie de faire quelque chose, peut-être qu'on leur proposerait des choses, mais là je pense que encore une fois c'est surtout se reposer. Ouais, puis je dirais que c'est un peu, moi c'est comme ça que je le perçois aussi, c'est une petite parenthèse un peu d'insouciance, quoi. Un petit moment où on se repose tout simplement, quoi. C'est pas une solution, hein, c'est pas nous on n'est pas en train de régler le problème de caler, pas du tout, quoi. C'est vraiment juste apporter une petite pause, quoi. Oui, je disais que c'est difficile parce qu'en fait à la fois on a envie il faut pas que ce soit ceux qui crient le plus fort qui soient favorisés. Il faut vraiment un équilibre entre les différentes ethnies, et les connaissant pas bien c'est compliqué. On a l'impression que plus on a de place, et plus normalement ça devrait être facile, parce qu'ils acceptent de venir et ils sont contents qu'on puisse les accueillir, et en même temps ils ont tous envie d'arriver sur l'île, donc forcément c'est compliqué. Vous avez votre mot à dire quant au choix, ou vous faites vraiment confiance et seulement... Oui, on fait pleinement confiance, mais surtout je pense que régulièrement on essaye de leur faire comprendre que eux aussi ils sont responsables de ça. C'est-à-dire qu'entre eux le dialogue il est vraiment à privilégier pour qu'ils puissent entre eux aussi essayer d'équilibrer tout ça et montrer que nous on n'est pas là pour faire des injustices, justement. Un camion arrive et tout de suite. C'est le plus important. Ça m'amène à une question. Pourquoi ? Parce que d'ordinaire, quand on parle d'Angleterre, c'est plutôt les pays anglophones, les Afghans. Il y a un qui me menaçait avec un couteau d'ailleurs lors du tournage, mais il n'a pas agi, il n'a fait que menacer. Il voulait pas la présence de la caméra. Pourquoi les francophones vont viser l'Angleterre ? Vraiment, il y a certaines personnes qui disent pour trouver papier en France ici, c'est très difficile. Mais moi, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais essayé en fait. Mais j'espère que chacun ait sa pays de rêve. Mais moi, je rêve en Angleterre. Là-bas, c'est beaucoup plus facile. Quand on discutait hier, parce qu'on a fait le trajet de Calais jusqu'au lieu où tu passais le week-end, quand on discutait, le rêve, c'était de devenir footballeur. Oui, en fait, c'est ça. Donc, se faire remarquer là-bas sur place. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas quelle est la situation de football là-bas, en fait. Mais vraiment, je rêve en Angleterre, même si ce n'est pas en football. En fait, quelque part, tu vas vers l'inconnu total et tu ne sais pas si les conditions de vie sur place seront peut-être pires qu'au Mali. Actuellement, je ne peux rien dire sur ça parce que je n'ai jamais été là-bas en fait.
Mais tu rêves d'aller là-bas. T'as déjà tenté la traversée? Oui, à chaque fois, chaque jour quand même. Combien? J'ai pas compris. J'ai dit chaque jour. Chaque jour. Donc tu fais partie de ceux qui sautaient dans le camion lorsqu'on tournait hier? Bah, en fait, j'ai fait tout dans le camion, Tout. Mais même au péril de ta vie. Bah oui, parce qu'on n'a pas de choix en fait, c'est ça. Vous, ça vous fait pas peur? Non, pas du tout, mais en plus, encore une fois, moi je me suis très vite rendu compte quand j'ai été chauffeur, là, quand j'ai commencé par être chauffeur, que c'est hyper respectueux. Enfin, il y a une espèce de respect qui est... Voilà, enfin, en tout cas, par notre expérience, c'est ce qu'on a vécu, quoi. C'est quelque chose de très calme et de très respectueux. Donc... Et puis après, je pense qu'effectivement, la notion de pause, pour eux, c'est une pause. Calais est violent, pour plein de raisons. Donc, quel serait... Enfin, si vraiment on regarde ça de manière basique, quel serait leur intérêt à ne pas profiter de cette pause et à être dans une problématique de je vais essayer d'en profiter. Non, je crois que, encore une fois, s'il y a quelque chose dont ils peuvent profiter dans ce bref temps qu'ils vont passer chez nous, avec nous, c'est effectivement se reposer, quoi. Se reposer et être tranquille, parce que la situation de Calais est violente. Pour plein de raisons. Il y a des migrants qui sont venus la semaine dernière et ils sont comme là en train d'attendre pour essayer d'avoir une place dans les familles ce week-end. Je les reconnais, là, il y a eu l'activité au gymnase la semaine dernière et je reconnais des têtes. Comme quoi ils sont demandeurs. En fait, il faut faire un turnover. On essaie de faire un turnover pour que ce soit juste, sinon après, entre eux, il risque d'y avoir des règlements de compte. Toi, tu y es allé 2 fois de suite, moi, j'y suis pas allé, j'ai pas réussi à aller dans une famille. Donc, on doit essayer d'être vigilant pour être le plus juste possible et essayer d'avoir un turnover de manière assurée. Ouais. J'ai une question. Allez-y. Qu'est-ce qui peut pousser une Française, je veux dire, allez, bon chic, bon genre, qui et tout, à faire autant de kilomètres de route et à venir se faire bousculer là, comme on voit par exemple Sophie qui est presque agressée? Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui motive? Je crois que j'étais sensible à la cause des migrants depuis une paire d'années. Mais beaucoup de fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, même en écoutant les informations. J'ai trouvé, par le biais d'une amie, le collectif que j'ai intégré. Après, je crois que c'est... Il y a peut-être quelque chose de maternel là-dedans, mais ils sont arrachés. Il y a une histoire d'arrachement, de déracinement, et je suis touchée. C'est un mot très important que vous venez de dire maternel, parce que j'ai remarqué qu'il y avait essentiellement, majoritairement, des femmes qui étaient là, et quelque part, c'est comme si elles venaient s'occuper de leurs enfants. Alors, on a quelques hommes quand même. On manque un petit peu d'hommes, c'est vrai. Et c'est vrai que certains, moi j'ai hébergé la semaine dernière, il y a un migrant qui nous a appelés à la maison, Mamie et Baba. Baba, c'est papa en éthiopien, et c'est leur façon de nous interpeller. Et ça reste, on s'envoie des messages par MSN, et ça reste Baba. How is he, Baba? I miss you, they said. C'est touchant, non, c'est... Dès qu'on entre, moi j'héberge pas ce week-end, je fais que de conducteur, mais en fait ça va me manquer de pas pouvoir leur donner, leur offrir ce que j'ai fait la semaine dernière, et c'est pas grand chose. Et c'est une belle aventure humanitaire. Ça apporte beaucoup. Is that okay for you? Do you need something else? Do you need something else? No. Alors, on va les laisser continuer leur quotidien. On voulait juste montrer un petit bout. C'est pas du voyeurisme non plus. C'est la surprise. Et je dois l'avouer moi-même, je suis extrêmement surpris de voir donc ces silhouettes qu'on voyait à Calais. Ces gens qui, d'ordinaire, on nous présente comme les mécréants, si on peut dire ça ainsi, se rendre compte que c'est des êtres humains comme nous. On a tendance à l'oublier, et de les voir s'intégrer tout à fait au cœur d'une famille. Et je le rappelle, ils ne se connaissaient pas avant hier.
Ils ne se connaissaient pas, ils sont découverts et vous voyez par vous-même comment se passe la vie. C'est sans nul doute aussi l'une des forces de ce mouvement, ce collectif, qui, quelque part, je dois l'avouer, c'est un travail pour moi, mais parfois aussi un travail très pédagogique et surtout instructif. Une bonne école, l'école de la vie. C'est vrai que l'une des difficultés pour les hébergeurs citoyens, c'est qu'il y a consciemment ou inconsciemment parfois une forme de repentance. C'est-à-dire que les familles veulent parfois presque trop bien faire ou en font trop parce qu'elles veulent réparer l'esclavage, la colonisation et tout ça en un week-end d'hébergement. Donc il y a un investissement affectif et moral parce que beaucoup de gens font ça pour des raisons politiques mais aussi pour des raisons morales et des raisons morales liées à tout un passé qui n'est pas encore digéré, qui est loin de l'être. Enfin, ça fédère des gens, ça fédère une communauté quand même, mais en fait on a besoin d'encore plus de monde pour pouvoir héberger plus de personnes, pour qu'il y ait un roulement plus fluide aussi, qu'il y ait plus de personnes qui peuvent venir tous les week-ends. Du coup voilà, enfin en fait c'est, mais bon je pense qu'on l'a déjà dit quoi. Bon, mais là vous n'avez pas peur de peut-être certains voisins qui pourraient dire que vous contribuez à l'appel d'air parce que derrière quand les gens vont voir ces images, peut-être qu'ils vont se dire que mais sinon c'est ça, c'est le quotidien, alors que bon, mais j'ai vu hier il n'y a eu que 71 personnes et il y avait 400 environ qui... Ouais, c'est ça, c'est... Voilà. Bah, si un voisin nous dit ça, moi je lui propose de l'abonner à un journal sérieux et qui s'inquiète sur l'état du monde et qui prenne un peu de recul. C'est tout. Il n'y a pas d'autre réponse. Après, nous on a une chose de particulière, c'est qu'on le fait, donc encore une fois c'est très modeste parce que là on est à notre deuxième accueil, donc on va surtout pas se prétendre être... Et il y a quelque chose qui nous correspond, c'est qu'on fait pas beaucoup de prosélytisme par rapport à ça. Moi, par exemple, dans mon travail, j'en ai discuté avec quelques collègues, mais j'en parle très peu, plutôt discret, pour plein de raisons, parce que j'ai pas envie faut pas en tirer de la gloriole et se dire je fais ça, je suis formidable. C'est pas. Non. C'est votre engagement, il est de votre droit. Et après, effectivement. Nous on se sent pas militant, on se sent humaniste, on se sent humain, mais on se sent pas militant. Il y a peut-être des gens dans le collectif qui sont plus militants que nous. Mais c'est le mot par contre qu'on a entendu depuis hier, c'est ce côté humain avant tout. Donc il ne voulait même pas regarder l'aspect juridique, l'aspect macroéconomique, c'était l'humain. Oui, tout à fait, oui. Mais pour aller plus loin, alors du coup j'ai emmené vers le macroéconomique et l'aspect politique, mais c'est vrai que on en discutait entre nous l'autre jour. Moi je me sens pas du tout no border, quoi. J'ai pas ce discours-là, quoi. On a un discours qui est effectivement, on peut le faire, c'est à proximité, on peut le faire, faisons-le. Et puis on peut effectivement essayer d'en parler à quelques personnes dont on pense qu'ils pourraient avoir la fibre, et on va se contenter de ça, puis c'est suffisant, quoi. Voilà. J'ai pris cet arrêté pour que très clairement les services de l'État et le gouvernement prennent leurs responsabilités d'engagement tenu par rapport à la population calaisienne, de dire il n'y aura plus de point de fixation à Calais. On ne peut pas aujourd'hui nous expliquer qu'on a procédé à un démantèlement il y a quelques semaines et que l'État laisse se reconstituer des lieux qui pourraient apparaître comme de futurs squats ou lieux à nouveau de dispositifs pour accueillir les migrants. Alors d'une part, c'est destiné à fournir une expérience commune qui va tisser un autre lien entre les hébergés et les hébergeurs. Et puis ça permet aussi au grand public de pouvoir nous rencontrer et de voir ce que c'est la vie de famille avec l'hébergement citoyen. Alors un nouveau journaliste est né, on crée des vocations. Alors ça donne Okay, you want to be journalist? Yeah, why not? No, tell me, is it for camera or for her? Okay, it's a camera for her, but I use it to be a journalist. It's like a training for me. Yeah. Yes. Ok, bon, c'est un bel entraînement pour lui, lui qui aimerait bien faire comme les vrais journalistes. Voilà. Et vous tournez facilement avec eux sans problème? Oui, sans problème. Avant de tourner avec eux, je suis allée les voir, on a discuté un petit peu. Et en fait, on a le même âge, donc on a quasiment le même âge. Maintenant,
moi je les considère, on est amis quoi, on discute, on rigole ensemble, je leur montre la caméra, ça se passe bien. Et donc ce n'est pas comme les silhouettes, tiens, il y a monsieur qui est en train de faire un coucou à la caméra, c'est ça qui est bien en fait, humanisé, décidément, derrière les silhouettes qu'on voit, derrière les caricatures qu'on montre souvent, se rendre compte que c'est des jeunes, je ne dirais pas comme nous parce que je ne suis plus trop jeune, mais comme elle, elle-même elle a dit. On peut savoir juste le nom et le média? Céleste, et je travaille pour WEO. Voilà, bon merci Céleste. And you? Your names? My name is Abdul Karim. Where are you from? I'm from Sudan. Soudan aussi, beaucoup de Soudanais. Thank you. Ok. Bon peut-être qu'on aura des métis soudanais, on sait jamais. Better than you in the future. Ok, no problem. Il va être meilleur que moi dans le futur. And you? Your names? Yeah, Abdou, Mita, Abdou, from Sudan too? Yeah, I'm Sudan. Ok, sans problème. Your brother. Ok, thank you. Bye. Vous venez d'où? Des Pays-Bas. Des Pays-Bas? Oui. Et ce problème cartésien concerne aussi les Pays-Bas? Pas vraiment, je pense. Plutôt en Belgique et en France, mais pas vraiment aux Pays-Bas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi cette discussion? Parce que tout le monde veut venir et qu'ils n'ont pas la patience d'attendre qu'on monte leur liste, leur nom sur les listes. Non, vous restez à côté, s'il vous plaît. On va essayer de vous donner très vite vos passagers, mais c'est compliqué. Si, c'est mieux. Mais ne soyez pas... Si, c'est mieux. De rien, c'est quand même... I'm not writing any name, because like this, it cannot work. You are hurting each other, it's not working. You cannot talk between you. Boys, look at me. Boys, can you listen? Boys! Abraham, come here. Abraham, listen. Boys, you listen. Okay? Abraham, you ask. You choose me 10 boys. You make yourself. You choose 10 boys. You have to choose. Me, I'm not choosing. Sophie is not choosing. You have to choose yourself now, okay? Then this we don't have to push. You talk together, okay, between you and you choose the people who are coming. Donc on a découvert que la plupart des exilés qu'on recevait à Calais transitent également par la Belgique, c'est une sorte de circuit. Et du coup, on a découvert que nos voisins belges étaient, ils sont aujourd'hui plus de 40 000 à s'organiser pour accueillir des centaines de migrants à la fois le week-end et la semaine. Et donc, on travaille en connexion avec eux. Et d'ailleurs, nos hôtes sont souvent les mêmes. Il peut arriver qu'une famille belge nous dise voilà, moi je devais recevoir 2 personnes ce week-end, ils sont bloqués à Lille, la police les a dégagés du train, et donc on leur trouve une famille à Lille. Et ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est qu'on se rend compte que là où l'Union européenne est incapable de mettre en place une politique commune autre que Frontex, autre que de sécurisation, eh bien les simples citoyens ordinaires arrivent à s'organiser même au plan international, c'est-à-dire même dans une problématique transfrontalière. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens, y compris des anthropologues ou des chercheurs, qui ont tendance à disqualifier les pratiques militantes d'hospitalité en disant que c'est pas aux citoyens de faire le travail de l'État, de se substituer à l'État. C'est vrai, bien sûr que l'État ne doit pas se désengager, l'État doit assumer son rôle et il devrait y avoir une politique publique d'accueil. Mais c'est pas une raison pour disqualifier les solutions qui viennent d'en bas. Il y a beaucoup de citoyens qui ont entériné depuis longtemps le fait que rien ne viendra d'en haut, que une majorité des décisions sont prises par des élites qui sont déconnectées de la réalité ou qui n'ont pas les mêmes projets et volontés que d'autres. Et donc finalement, ces solutions qui viennent d'en bas, elles sont très efficaces et plus elles essaiment, plus elles gagnent en extension. Et donc je crois qu'il faut soutenir ce type de solution. On a l'impression que cette ville est presque annexée par la Grande-Bretagne, par le gouvernement britannique, comme si ce serait une espèce de fortification ici où il faudrait contraindre les migrants à rester, que la ville de Calais, sa vertu première, ce serait une espèce de camp de façon généralisée, et ça nous le refusons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville de Calais
cumule les handicaps économiques et touristiques. Aujourd'hui, cette ville est tirée vers le bas, comme je le disais, de plus en plus. Et il est absolument invraisemblable aujourd'hui qu'on mette le doigt sur la carte pour identifier le lieu où la misère du monde de l'Europe, et bientôt du monde peut-être aller savoir, se trouve, c'est-à-dire à Calais. Ça, c'est pas possible, on le refuse, ça suffit. Les politiciens ne sont pas à une contradiction près. Il faut quand même rappeler que si les exilés sont bloqués à Calais, c'est pas par hasard, c'est à cause des accords du Touquet. Et donc les accords du Touquet, c'est bien le gouvernement français qui les a décidés avec le gouvernement anglais. C'est-à-dire que l'Angleterre sous-traite la sécurisation de sa frontière à la France. Ce qu'on fait aussi par exemple avec la Turquie. Donc les Anglais payent le gouvernement français pour empêcher les migrants d'aller demander l'asile en Angleterre. Donc ça, c'est une première chose tout à fait particulière. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a les accords de Dublin qui ont été mis en place dans l'espace Schengen et qui font que un migrant qui a laissé ses empreintes dans un pays ne peut pas demander l'asile dans un autre. Il va être systématiquement renvoyé dans le pays de la prise d'empreinte pour faire sa demande. Or évidemment, la plupart des migrants qui viennent de la Corne de l'Afrique, ils sont passés par la Libye et donc ils arrivent en Italie par la côte et fatalement, la prise d'empreinte se fait en Italie. Et là, on comprend la colère des Italiens puisque les autres pays membres de l'Union européenne se sont totalement délestés du problème sur l'Italie. Dans le cas de Calais, ce qui est quand même frappant, c'est qu'on parle de quelques centaines de personnes. C'est-à-dire que sur le cours d'une année, il y a peut-être 1000 ou 2000 personnes qui transitent par Calais. Est-ce que vraiment donner l'asile à ces 2000 personnes qui préféraient rester en France plutôt que d'essayer de monter sur les camions au péril de leur vie, est-ce que ces 2000 personnes, est-ce que 24 000 ou 30 000 personnes altéreraient le visage de la France ? Là, il y a des questions idéologiques très fortes qui sont en jeu, qui sont aussi des questions ethniques. On sait très bien qu'en France, l'ethnie est un tabou et que ces personnes qui sont bloquées le sont aussi en raison de leur appartenance à la fois ethnique et religieuse, puisque beaucoup sont musulmans, beaucoup sont noirs, etc. Les afro-descendants. Voilà. Donc dis-moi, c'est ça qui m'intéresse un peu de comprendre. Comment ça se fait qu'un jeune comme toi, t'es fort, t'es grand, tu vois, tu me dépasses en taille, en plus tu n'as pas l'air bête pour faire ce trajet-là. Je suis même pas sûr que moi j'aurais réussi à le faire. Comment ça se fait que tu joues ta vie dans presque une simple partie de dés, parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'accidents. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est si horrible que ça au Mali? C'est tout dit en fait, j'ai dit parce qu'on n'a pas de choix. Quand on a de choix, on ne fait pas des choses comme ça en fait. Ouais, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont de choix. Mais on ne fait pas des choses de manière comme ça. Mais nous aussi, on n'a pas de choix. Et en fait, après, on demande même comment on a fait. Comment on a fait tout ça, comment on a passé, on a sacrifié notre vie. C'est trop compliqué. Mais on n'a pas de choix, c'est pour cela. Oui, parce qu'il ne sait pas combien de temps il va rester à Calais, ni s'il va même être expulsé. Tes empreintes, on les a pris en Italie, je crois. Ouais. Oui. Donc ça veut dire que si jamais la France t'expulse, elle t'expulse vers l'Italie. Oui. Même en France, ici, ils m'ont pris mon empreinte en fait. En France, ici. En arrivée. Ouais. Tu as été arrêté plusieurs fois? À Calais, ici, oui. Dis-moi, on parle toujours de la jungle de Calais. Moi, j'ai pu le vivre, mais le temps d'une double nuit sur le terrain. Donc, je ne peux pas dire que je connaisse vraiment la réalité de Calais. On dit que c'est vraiment un pays à part, avec une immense violence. Il y a certaines personnes qui ont dit, en fait, ce sont les policiers qui nous violent. Je ne peux rien dire sur ça. Parce que je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Mais parfois, moi, je me dis, c'est leur travail, en fait. Parce que quand on t'a commandé de faire quelque chose, vraiment, tu vas le faire. Peut-être tu n'as pas de choix, mais tu vas le faire, en fait. Parce qu'on te paye pour ça, surtout les policiers, en fait, c'est très difficile. Mais il y a certains policiers aussi. Qui prennent plaisir à vous maltraiter. Ouais, il y a certains policiers qui font comme ça. Ouais. Je ne peux pas dire raciste, mais... En fait, les scènes qu'on a pu voir, c'est qu'ils lacèrent les tentes au couteau pour éviter que les migrants viennent de nouveau s'installer. Et nous, on était sous la pluie et donc les migrants n'avaient pas des lieux pour pouvoir s'abriter. Parfois, leurs affaires aussi étaient délestées, volontairement délestées. Et souvent, les migrants enterraient les sacs pour que les policiers ne trouvent pas. Et c'était un jeu de cache-cache où les policiers faisaient la recherche de sacs pour pouvoir détruire. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça en fait. Mais
à chaque 2 jours, ils viennent une chasse dans l'endroit là où on dort. Mais j'espère que c'est l'endroit privé, c'est pour cela. Mais on chasse dans quelques 20 minutes, 30 minutes comme ça, et on retourne encore. Alors laisse-moi une toute dernière question et je vais te libérer. D'ailleurs, je te remercie grandement d'avoir accepté de témoigner. C'était très très dur. Il fallait d'abord avoir la confiance de l'association et enfin du collectif. Et je tiens d'ailleurs à remercier particulièrement Sophie ainsi que le collectif donc Migration d'avoir accepté cette caméra. Je tiens aussi à remercier Christine qui nous a permis d'être au contact de Migration et de s'en approcher. Et merci aussi à toi qui ai décidé de nous répondre, même si tu n'as pas voulu enlever ta cagoule pour des raisons de sécurité, parce que réellement il risque sa vie à Calais, pas de la part des policiers, je tiens à le préciser, mais de la part d'autres migrants qui n'acceptent absolument pas que les gens témoignent parce qu'on les considère comme des balances et les représailles sont assez violentes. Je voudrais juste savoir, ce sera ma dernière question, quelle est l'importance pour toi un week-end comme celui-ci, parce que d'autres parlent au nom des migrants, mais je veux savoir ton avis à toi. Qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, comme ça fait longtemps, c'est tant de ma chance, ça n'arrive pas à passer. C'est pour cela que j'ai choisi ce week-end. Mes amis qui sont passés le week-end dernier, ils m'ont dit c'était bien passé, ils ont bien reposé en fait. Moi aussi j'ai décidé, je vais aller me reposer dans 2 jours et je reviens commencer encore. Donc en fait c'est pour pouvoir prendre des forces? Oui, c'est ça. Et comment ça se passait avec la famille? Ça a été bien passé, ils m'ont bien accueilli quand même. Vraiment, je les remercie beaucoup quand même. Un de nos 2 amis hébergés qui a pas de chaussures. Il a pas de chaussures, pas de manteau, pas de sac. Ouais. Alors moi j'ai pu lui donner un manteau, mais par contre je peux pas lui donner des chaussures parce qu'il chausse du 42 et moi du 45 quoi. Donc on cherche du 42. Moi je peux pas. Ma pointure. Mais c'est vrai que il y a aussi cet aspect là quoi. Il y a aussi à un moment donné il y a la pause et puis après si on raisonne un peu plus sur la longueur. Il y a d'autres moyens d'aider Migration et surtout d'autres moyens d'aider ces gens. Quoi. Souvent ils cherchent des téléphones portables, des trucs comme ça aussi. Quoi. Ça peut leur faire. En fait, c'est des petites choses qui leur facilitent un tout petit peu la vie, quoi. Qui sont un petit peu. Enfin voilà. Et je reviens en arrière sur la question du voisin qui pourrait nous dire quelque chose. Donc je l'ai dit de manière polie, mais après vraiment le voisin qui insiste, on l'emmerde quoi. Ça c'est clair. Sur les conditions matérielles, les jeunes qu'on prend sont des jeunes qui sont sur les routes de l'exil depuis 1 an, 2 ans, puisqu'ils ont fait un parcours depuis en général la Corne de l'Afrique, un petit peu les Afghans aussi, et donc ça fait pas juste quelques semaines qu'ils sont sur les routes. Donc quand ils arrivent dans les familles, c'est assez souvent le cas, ça fait 1 an, 2 ans qu'ils n'ont pas dormi dans un lit, qu'ils n'ont pas mangé à table. Et ce qu'ils apprécient, c'est à la fois le confort matériel, mais aussi le retour à la vie normale, à une forme de normalité dont ils sont privés depuis un certain temps. Et pour eux, retrouver la structure de la famille, se retrouver à table pour partager un repas, c'est des gestes très simples qui leur permettent de se retrouver eux-mêmes. Parce qu'au fond, ce que l'État français met en place, c'est une politique de perdition. C'est-à-dire, on va créer des conditions objectives pour pousser les gens à se perdre eux-mêmes, à dévier, à déraper. Et ensuite, on va appliquer une répression en disant « Ah mais regardez, ces gens-là, ils sont pas compatibles avec la démocratie, on peut pas les accepter chez nous, ce sont des criminels ou des gens inaptes à vivre avec nous, etc. » Donc on construit des délinquants, on fait tout pour que ça dérape à partir de conditions de dénuement total. Nous, on essaye de lutter contre ça. On sait très bien que la vie dehors abîme. Les sans-abri français sont abîmés eux aussi. Et donc, pour éviter que ces jeunes ne soient trop abîmés, on les réinsère dans la sociabilité de la famille. Et ça leur fait énormément de bien. Ça leur permet de tenir le coup et de garder le cap, de ne pas sombrer, de ne pas basculer. On les rehausse en quelque sorte. Ah mais moi j'aimais bien comment vous étiez en train de danser. Je me suis dit tiens on lance le tournage, on la voit danser et compagnie.
après, elle m'a dit c'est pas un spectacle, c'est un endroit qui casse les oreilles. Ah, c'est un endroit qui casse les oreilles. Ben voilà, vous voyez les familles. Voilà. Vous avez aussi accueilli? Oui. Oui, C'est ça la s'est bien première fois. passé. La première fois. Super bien. Ah, il y a la fille qui tire, elle veut pas que maman passe à la télé. Non, elle veut juste jouer, je pense. Et vous appelez? Claire. Claire, merci Claire. Bah alors comme Claire, si vous aussi vous voulez participer lors de ces week-ends, accueillir les migrants, n'hésitez absolument pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche ci-dessus. Et si vous êtes un débrouillard sur Internet, allez-y, Migration, vous les trouverez. Hein. Ils ont absolument pignon en ligne. Pour moi, ça va être la fin de cette magnifique enquête, 52 minutes au cœur donc de ce monde. On voulait pas parler de migration, hein, parce que c'est un immense marronnier. On voulait vraiment mettre l'accent, un focus sur un état bien précis et montrer alors ces familles que vous voyez derrière moi. Les uns sont à l'intérieur, des familles de toutes les couleurs, de toutes les origines qui sont là pour accueillir aussi. Allez, si on tourne un peu la caméra comme ça, un peu comme ça. Encore. Eh oui, merci à Pauline qui est derrière, qui a été réquisitionnée pour cette séquence de fin. Vous voyez, il y a là les émigrés, encore un peu plus par là pour que je les ai enfin. Mais voilà, ils sont venus, ils ont quitté la jungle de Calais. Le temps de ce week-end de pouvoir se reposer un peu l'esprit, se recharger les batteries afin d'aller, pour ceux qui veulent continuer le chemin, affronter de nouvelles aventures. Et pour ceux qui malheureusement n'auront pas la possibilité de traverser tantôt, de pouvoir affronter non plus l'aventure policière, mais les camarades. Car à Calais, c'est vraiment une jungle extrêmement terrible. On l'a vu par nous-mêmes. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un nouveau regard sur l'Afrique, toujours même chaîne sur Vox Africa. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser ce sujet. Merci vraiment, Sophie, pour l'accueil. Merci Christine pour nous avoir mis en relation. Et Pauline, là, qui est en train de me faire ce plan. Et puis, tous ces gens, les inconnus, les connus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.